J'ai acheté le dernier billet de loterie à $1 dans une épicerie ordinaire. Je n'avais jamais gagné auparavant. Mais quand j'ai vérifié les numéros, j'avais gagné 33 millions de dollars. Quand je suis arrivé pour réclamer mon prix, le directeur a dit 3 mots. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Anna. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Veuillez vous abonner à ma chaîne et aimer cette vidéo. Et aussi, faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Diane Moreau. J'avais 47 ans, et je menais une vie que la plupart des gens qualifieraient d'ordinaire, ce qui est une manière polie de dire modeste. Je travaillais 5 jours par semaine comme caissière dans un supermarché Monoprix à Lakewood, en Ohio, une banlieue située juste à l'ouest de Cleveland comme une pensée après coup. Je gagnais 14,75 $ de l'heure. Je conduisais une Honda Civic de 2010 avec un rétroviseur latéral fissuré que je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je remplace. Je vivais seul dans une maison de 2 chambres sur Elmcrest Drive, la maison que j'avais partagée avec mon mari, Thomas, jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque soudaine il y a 5 ans, au printemps 2018. La mort de Thomas m'a vidé de l'intérieur d'une manière que je ne peux toujours pas décrire pleinement. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas glamour, mais nous étions stables, et la stabilité était tout ce que j'avais toujours voulu. Après son départ, j'ai appris à gérer. Je découpais des coupons. Je préparais mon déjeuner chaque matin. J'ai arrêté d'acheter du café au service au volant et j'ai commencé à le faire à la maison. Je suis passé aux marques génériques pour tout, un produit à la fois, jusqu'à ce que tout mon chariot de course soit un monument au sacrifice silencieux. Ma fille Emma, âgée de 24 ans, vivant à Columbus avec son petit ami Marc, m'appelait tous les dimanches soirs. C'était ma semaine. 5 jours à faire biper des produits d'épicerie à travers un scanner, un jour de lessive, et un appel téléphonique qui me rappelait que j'existais encore pour quelqu'un. Le frère de Thomas, Grégoire, était une autre histoire. Grégoire Moreau avait 51 ans, 4 ans de plus que Thomas n'en aurait eu, et il avait toujours gravité autour de notre famille avec le ressentiment silencieux d'un homme qui croyait que la vie lui devait quelque chose qu'elle ne lui avait jamais livré. Il travaillait par intermittence comme entrepreneur, avait un tempérament qu'il tenait à peine en laisse en bonne compagnie, et était marié à Carole, une femme mince à la mâchoire acérée qui vous souriait avec ses dents, mais pas avec ses yeux. Grégoire avait le talent particulier des hommes qui se sentent en droit d'obtenir des choses sans tout à fait l'articuler. Il faisait sentir sa déception sans jamais la nommer. Après la mort de Thomas, Grégoire avait fait certaines ouvertures au sujet de l'assurance vie de Thomas, une modeste somme de 80 000 $, suggérant, sans le dire tout à fait, que la famille devrait partager l'argent de la famille. J'avais poliment décliné. Il ne me l'avait jamais vraiment pardonné. Au cours des 2 semaines précédant ce mardi de mars, j'avais remarqué le camion de Grégoire garé près de mon quartier à 2 reprises. Une fois un jeudi soir, tournant au ralenti au coin d'Elmcrest et de Maple, le moteur en marche, n'allant nulle part. Une autre fois un samedi matin, alors que je sortais de mon allée, j'ai aperçu le F-150 noir dans mon rétroviseur, à un pâté de maison derrière moi, avant qu'il ne tourne. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Grégoire vivait à 20 minutes de là. Les gens traversent des quartiers tout le temps. Mais quelque chose dans un coin de ma tête l'a classé, comme on classe les petites choses froides que l'on ne veut pas regarder directement. C'est ce même samedi que j'ai acheté le billet. J'avais terminé mes courses, un chariot de produits de première nécessité, rien d'extravagant, et je me dirigeais vers ma caisse pour payer quand je me suis arrêté. Près des caisses avant, près du présentoir de la loterie, un unique billet à gratter restait sur le support, un noyau à $1, le genre que les adolescents achètent pour la blague et jettent sans vérifier. Je n'avais pas acheté de billets de loterie depuis probablement 6 ans, pas depuis que Thomas et moi avions l'habitude de les prendre ensemble le soir du Nouvel An, en riant de ce que nous ferions avec l'argent. Nous étions toujours d'accord, une maison avec un Porsche, quelque part près de l'eau. Le caissier, un jeune de 17 ans nommé Justine avec un appareil dentaire et un maillot des Cleveland Cavaliers, m'a remarqué en train d'hésiter. C'est le dernier, a-t-il dit, avec le haussement d'épaules blasé de quelqu'un pour qui rien n'est particulièrement intéressant. Je l'ai pris. J'ai payé mes courses et le billet. Total, 47,23 $. J'ai glissé le billet dans la petite poche zippée de mon sac à main, à côté de mon baume à lèvres et de ma carte de fidélité de la pharmacie, et je n'y ai plus pensé jusqu'au dimanche soir. Emma venait de raccrocher. Il était 21h15.
J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane à la camomille et les petits débris de la semaine, des reçus, une circulaire d'épicerie, le billet de loterie. J'ai trouvé une pièce de 25 cents dans le tiroir à bric-à-brac et j'ai gratté le billet au-dessus de l'évier. J'ai regardé les numéros. J'ai posé le billet. Je l'ai repris. Je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert le site web de la loterie de l'Ohio. J'ai tapé les numéros. Mes doigts étaient maladroits. J'ai fait 2 fautes de frappe et j'ai dû recommencer. Puis j'ai appuyé sur Entrée. L'écran a confirmé ce que j'avais déjà vu de mes propres yeux. 33 millions de dollars. 33 millions de dollars. Je me suis rassise à la table de la cuisine. Ma tisane avait refroidi. Je suis restée assise là pendant très longtemps sous la lumière jaune de la cuisine. Juste à respirer. Essayant de comprendre ce qui était arrivé à ma vie en l'espace d'un samedi ordinaire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai enveloppé le billet dans un sac Ziploc. J'ai mis le sac dans une enveloppe. J'ai mis l'enveloppe dans mon exemplaire de la Bible, c'est la couverture rigide sur la table de chevet, celle que Thomas m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. Et j'ai remis la Bible dans le tiroir. Puis je suis resté allongé dans le noir, le cœur battant à tout rompre, et j'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Au matin, je savais. J'irai en voiture au bureau régional de la commission de la loterie de l'Ohio à Columbus. Je réclamerai mon prix. Je commencerai une nouvelle vie. J'ai repassé un chemisier. J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai conduit pendant 2h30 avec la Bible sur le siège passager. Le bureau de la commission de la loterie de l'Ohio était un bâtiment beige dans un parc d'affaires près de l'île 71. J'ai attendu 40 minutes sur une chaise en plastique avant qu'un homme en costume gris ne sorte et ne se présente comme Walter Dubois, le directeur des réclamations. Il était corpulent avec des lunettes de lecture perchées sur son front, et il se déplaçait avec le calme exercé de quelqu'un habitué à annoncer de très bonnes et de très mauvaises nouvelles dans le même après-midi. Il a pris le billet. Il l'a examiné. Il a regardé l'écran de son ordinateur. Il m'a regardé à nouveau. Et puis Walter Dubois a dit 3 mots qui ont fait s'effondrer mon monde. Quelqu'un a déjà réclamé. J'ai dû le regarder fixement pendant 5 bonnes secondes sans parler. Les néons de ce bureau beige bourdonnaient régulièrement. Quelque part derrière une cloison, un téléphone a sonné 2 fois et est resté sans réponse. Walter Dubois m'a regardé avec une expression prudente et neutre, le visage d'un homme entraîné à ne rien trahir avant que les avocats n'interviennent. « Je suis désolé », ai-je dit. Les mots sont sortis fins et étranges, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Une réclamation a déjà été déposée pour ce numéro de billet, a-t-il dit. Il a joint ses mains sur le bureau avec une sorte de fermeté répétée. La réclamation a été soumise à notre bureau il y a 48 heures. Je ne suis pas en mesure de débloquer des fonds ou de traiter des réclamations concurrentes sans un examen juridique formel. Vous devriez fournir une preuve d'achat et consulter un avocat avant que nous puissions procéder. J'ai senti le sang quitter mon visage. Qui a déposé la réclamation? Il a secoué la tête. Je ne suis pas en mesure de divulguer cette information à ce stade. Cela fait partie de notre protocole de confidentialité des réclamations. J'étais assise là, sur cette chaise en plastique, du même genre que celle des bureaux de l'immatriculation des véhicules et des salles d'attente d'hôpitaux, et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un avait réclamé mon billet. Un billet que j'avais acheté chez Monoprix à 10h43 un samedi matin. Un billet qui avait passé 3 nuits à l'intérieur de ma Bible, dans le tiroir de ma table de chevet, intact. Et puis, comme une porte s'ouvrant sur quelque chose de froid, j'ai su. Je suis rentré chez moi dans un état de choc contrôlé. Mes mains sont restées fermes sur le volant. Mes yeux sont restés sur la route, mais à l'intérieur, quelque chose bougeait, de la même manière que la terre bouge après une secousse, quand le sol a cessé de trembler, mais que les bâtiments n'ont pas encore décidé quoi faire. Grégoire. Ce devait être Grégoire. Le camion tournant au ralenti au coin de la rue, la filature du samedi matin, les appels des dernières semaines avec leurs questions douces et insistantes. Comment tu t'en sors, Diane? Tu es toujours chez Monoprix? Tu penses parfois à vendre la maison? Des questions qui ressemblaient à des doigts testant une serrure. Il devait savoir. Où il avait agi avant d'être certain, pariant que je me coucherais comme je l'avais toujours fait, tranquillement, sans me battre,
de la manière dont une femme qui découpe des coupons et conduit une Civic au rétroviseur fissuré est censée se coucher. Je suis resté dans ma voiture dans l'allée pendant 20 minutes après mon retour. Je ne suis pas entré. Le moteur éteint, le froid de la mi-mars commençant à s'infiltrer par les fenêtres, et j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire depuis 5 ans. J'ai calculé ce que j'avais perdu. Pas seulement l'argent, bien que 33 millions de dollars soit un chiffre qui restructure toute l'architecture d'une vie. J'ai pensé aux nuits d'hiver où j'avais pleuré sur les factures de chauffage. J'ai pensé au Noël où j'avais dit à Emma que je ne pouvais pas venir à Columbus parce que je ne pouvais pas me payer l'essence et l'hôtel. Et elle était venue me voir à la place, sans un mot de plainte, parce qu'elle était la fille de son père. J'ai pensé à mes genoux, qui me faisaient mal maintenant après des journées de 8 heures passées debout sur le sol du magasin. J'ai pensé au rétroviseur fissuré que je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je répare et que je ne faisais jamais, parce qu'il y avait toujours autre chose. J'ai pensé au Portugal, un documentaire de voyage que Thomas et moi avions regardé ensemble en 2014, un samedi soir, de la manière dont nous passions tant de samedis soirs ensemble, à imaginer une vie légèrement plus grande que celle que nous avions. J'ai pensé à Thomas, à un homme qui s'était tué au travail et m'avait laissé avec une assurance vie de 80 000 $ et une maison qui avait besoin d'un nouveau toit, et à son frère qui s'était assis en face de moi à la réception des funérailles et avait pensé, que puis-je prendre ? Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise. J'ai arrêté de pleurer. Non pas parce que le chagrin n'était pas réel, mais parce que le chagrin exige l'immobilité, et je n'étais plus disposé à être immobile. Quelque chose s'était allumé en moi, quelque chose de plus dur et de plus pur que le chagrin. C'était de la fureur. C'était un but. C'était le genre de clarté particulière qui arrive quand vous avez passé 5 ans à gérer, à économiser et à survivre, et que quelqu'un tend la main dans votre vie et essaie de prendre la seule chose impossible. Grégoire Moreau n'allait pas me prendre ça. Je suis entré. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais gratté ce billet, où j'avais mangé 10 000 repas silencieux seul, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais besoin de 3 choses. J'avais besoin d'un avocat. J'avais besoin de préserver les preuves, et j'avais besoin de comprendre exactement ce que Grégoire avait déposé et comment. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un courriel à Emma, pas pour tout lui dire. Je n'étais pas encore prête pour cette conversation, et je ne voulais pas l'effrayer avant d'en savoir plus, mais pour lui demander si elle connaissait un bon avocat dans la région de Columbus. J'ai formulé cela comme une question générale sur des questions de planification successorale. Emma n'a pas suranalysé. Elle était pragmatique comme son père. Elle m'a envoyé 2 noms en moins d'1 heure, une femme nommée Patricia Lambert qui avait géré un litige civil pour le père d'un ami et un cabinet appelé Harding et Associés spécialisé dans les litiges civils. J'ai écrit les 2 noms sur un bloc-notes légal avec un stylo à billes. Puis j'ai appelé Monoprix. J'ai demandé à parler à Déborah Fournier, la directrice du magasin qui y travaillait depuis plus longtemps que moi et me connaissait par mon prénom. Je lui ai dit que j'avais une question sur un achat que j'avais fait le samedi matin précédent. J'ai demandé si les caméras de sécurité du magasin couvraient le présentoir de la loterie près des caisses avant. Il y a eu une pause. Oui, a dit Déborah lentement. Quelque chose ne va pas, Diane ? Je n'en suis pas encore sûr, ai-je dit. Pouvez-vous me dire combien de temps les enregistrements sont conservés avant d'être écrasés ? 30 jours, a-t-elle dit. Politique de l'entreprise. J'ai regardé la date sur l'écran de mon ordinateur portable. 17 jours depuis que j'avais acheté ce billet. 13 jours restants avant que les images ne disparaissent pour toujours. Déborah, ai-je dit. J'ai besoin que vous me rendiez un service. J'ai besoin que vous vous assuriez que ces images ne soient pas effacées. Le samedi matin du 4 mars, vers 10h40, près du présentoir de la loterie. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je pouvais entendre Déborah réfléchir. Diane, dit-elle prudemment. Que se passe-t-il ? J'ai pris une inspiration. Quelqu'un essaie de me voler quelque chose, ai-je dit. Et je ne vais pas les laisser faire. L'avocate s'appelait Patricia Lambert, et elle avait un bureau au 4e étage d'un immeuble en verre du centre-ville de Columbus qui sentait le café et les livres reliés en cuir. Elle avait 53 ans, des cheveux argentés courts coupés près de la tête et une poignée de main qui communiquait exactement ce qu'elle voulait communiquer. Elle ne perdait pas de temps. J'avais l'impression qu'elle n'avait jamais perdu une minute de sa vie et qu'elle trouvait les gens qui le faisaient légèrement offensants.
Je suis allé à Columbus un mercredi matin, 3 jours après ma visite à la commission de la loterie. J'ai tout apporté, le billet original scellé dans son sac Ziploc, une capture d'écran imprimée de la confirmation du site web de la loterie que j'avais prise dimanche soir, mon reçu de Monoprix montrant la transaction de 47,23 $. Et une photographie que j'avais prise impulsivement en sortant du magasin ce matin-là du présentoir de la loterie avec un espace clair où le dernier billet avait été. Quelque chose m'avait dit de prendre la photo. Je n'ai pas analysé pourquoi. Je l'ai simplement fait. Patricia a examiné chaque élément avec la concentration posée de quelqu'un qui a appris que les petits détails sont là où les affaires se gagnent et se perdent. Vous avez de bons instincts, a-t-elle dit. Je travaille à une caisse, ai-je dit. Je sais ce que les documents manquants vous coûtent. Elle a presque souri. Elle a expliqué le processus avec le genre de clarté qui coûte cher de l'heure et qui en vaut chaque centime. La commission de la loterie de l'Ohio, de par la loi, ne pouvait pas débloquer les fonds du jackpot lorsque 2 réclamations concurrentes existaient pour le même billet physique. Les 2 réclamations seraient examinées par la division juridique de la commission. La charge de la preuve reposait sur la démonstration de la propriété et de l'achat légitime. Le billet physique idéalement corroboré par une preuve d'achat. La première personne à déposer sa réclamation n'avait aucun avantage automatique. Ce qui importait, c'était la force des preuves. Que pourrait-il prétendre, ai-je demandé. Quel argument pourrait-il construire légalement? Patricia a posé son stylo. Plusieurs choses. La copropriété, que le billet a été acheté conjointement. Un cadeau, que vous le leur avez donné. Le vol, que le billet était à l'origine le leur et que vous l'avez pris, ce qui déplacerait temporairement la charge de la preuve. Ou ils pourraient simplement fabriquer des documents et espérer que leur papier soit plus convaincant que les vôtres. Elle a fait une pause. D'après ce que vous avez décrit, je m'attendrais à une combinaison de la première et de la dernière option. Ils mentiront, ai-je dit. La plupart le font, a-t-elle dit. Ce n'était pas du cynisme. C'était de l'expérience, ce qui est une chose différente. Les étapes suivantes, notifier formellement la commission de notre contre-réclamation, demander la divulgation de la documentation adverse, et déposer une demande d'injonction temporaire empêchant tout paiement pendant que le litige était en cours. Simultanément, nous chercherions à obtenir les images de sécurité de Monoprix comme notre principale preuve corroborante. J'ai quitté son bureau 2 heures plus tard avec un contrat de provision dans mon sac et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Cela ressemblait à de l'espoir, et c'était dangereux parce que l'espoir, quand on en a été privé, est presque douloureux. 2 jours plus tard, Grégoire a appelé. Il n'a pas commencé par quelque chose d'accusateur. Ce n'était jamais son style. Grégoire opérait comme l'eau, trouvant la plus petite fissure et appliquant une pression constante et patiente. Il a appelé un vendredi soir pendant que je dînais, et il a commencé par des politesses. Comment j'allais? Avais-je eu des nouvelles d'Emma récemment? Il avait l'intention de me contacter depuis Noël. Sa voix était chaleureuse et posée, celle d'un homme qui n'a rien d'urgent en tête. J'ai répondu par des monosyllabes. Bien. Bien. Bien sûr. Puis il a dit, écoute, Diane, j'ai entendu quelque chose. Un ami a mentionné que tu pourrais te pencher sur des questions juridiques. Est-ce que tout va bien avec la maison? L'hypothèque? Ma fourchette s'est arrêtée. Quelqu'un avait parlé. Était-il possible que la commission ait signalé le dépôt de la contre-réclamation d'une manière qui soit devenue accessible? Ou Grégoire avait-il simplement fait ce que j'aurais dû supposer qu'il faisait? Regarder, écouter, suivre chaque vague que je faisais. Il surveillait ma maison depuis des semaines. Pourquoi aurait-il cessé de surveiller tout le reste? Tout va bien, Grégoire, ai-je dit. Juste quelques formalités administratives. Parce que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-il dit dans ce registre chaleureux et mielleux qui m'avait toujours hérissé les poils, Carole et moi sommes toujours là. La famille prend soin de la famille. Je sais, ai-je dit. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assise très immobile pendant un moment. Puis j'ai appelé Patricia. Il sait que j'agis, ai-je dit. Bien sûr qu'il le sait, a-t-elle dit calmement. Il vous surveille, ce qui signifie qu'il est nerveux. Une pause. Les gens nerveux font des erreurs. Laissons-le être nerveux. Les images de sécurité sont arrivées un vendredi après-midi.
Déborah Fournier avait personnellement signalé le segment et l'avait guidé à travers le service informatique du magasin avec la ténacité protectrice d'une femme qui avait géré un supermarché pendant 20 ans et comprenait ce que signifiait tenir quelque chose avec précaution. Le bureau de Patricia a reçu une copie numérique certifiée dans la semaine, et je suis allé à Columbus ce vendredi-là pour la regarder avec elle dans la salle de conférence. J'étais là. Samedi 4 mars, 10h43 17 secondes. Angle de la caméra, vue complète de la zone des caisses et du présentoir de la loterie. Une femme en veste polaire grise et jean foncé debout devant le présentoir, une main tendue, prenant l'unique billet restant du présentoir, se dirigeant vers la caisse 6, payant. Horodaté, clair, sans ambiguïté. Mon visage, ma veste, la même veste polaire grise suspendue dans mon placard en ce moment. Le reçu de Monoprix, qui correspondait à l'horodatage à la seconde près. J'ai regardé le clip de 11 secondes 2 fois. Aucune des 2 fois je n'ai ressenti quelque chose de particulièrement dramatique. C'était simplement la vérité. Et elle était là, enregistrée, préservée, irréfutable. La vérité n'arrive pas toujours avec cérémonie. Parfois, elle arrive sous la forme de 11 secondes d'images de sécurité dans une salle de conférence d'un parc d'affaires avec la lumière de l'après-midi entrant sous un angle bas à travers les stores. Est-ce que c'est suffisant, ai-je demandé. Patricia Lambert s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Elle s'est autorisée, pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, un sourire réel et franc. C'est un très bon début, a-t-elle dit. Patricia a déposé la contre-réclamation et l'injonction un lundi matin. Le mardi soir, Grégoire était au courant. Je ne connais pas le mécanisme exact, si quelqu'un à la commission l'a notifié, ou s'il avait anticipé notre action et s'était positionné en conséquence. Ce que je sais, c'est qu'il a appelé à 19h48 un mardi. Et cette fois, il n'y a eu aucune politesse. « Qu'est-ce que tu fabriques, Diane ?» Sa voix avait baissé dans un registre que j'avais déjà entendu, aux funérailles de Thomas, quand il s'était disputé avec le cousin de Thomas au sujet des arrangements funéraires, et une fois il y a 3 ans. Quand je lui avais dit non pour l'argent de l'assurance. C'était la voix d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut à la fin, se recalibrant pour un combat plus long. J'exerce mes droits légaux, Grégoire, ai-je dit. Ma voix était stable. Je m'étais entraîné à être stable. Tu fais une très grave erreur. Il a fait une pause, laissant cela respirer. Ce billet portait le nom de Thomas partout. Thomas et moi jouions à la loterie ensemble depuis des années. Tu le sais. Thomas parlait de beaucoup de choses, ai-je dit. Mais Thomas est parti, et j'ai acheté ce billet seul avec mon propre argent un samedi matin, et j'ai le reçu et les images de sécurité pour le prouver. Silence. Assez long pour que je puisse l'entendre se recalibrer. Des images de sécurité, a-t-il répété. Sa voix était devenue plus froide. Oui, ai-je dit. Un autre silence. Puis, je ne pense pas que tu comprennes dans quoi tu t'embarques. Tu veux traîner cette famille devant les tribunaux? Dans les journaux? Tu veux qu'Emma lise tout ça? Une pause. Parce que je peux rendre les choses très compliquées, Diane. Il y avait des choses sur la façon dont Thomas gérait l'argent, sur l'assurance, que certaines personnes pourraient trouver intéressantes. Je n'ai rien dit publiquement. J'essaie de te protéger. Mais si tu insistes. Voilà, la menace, soigneusement construite, ne déclarant jamais la chose directement, niable à chaque instant. Ma main s'est crispée sur le téléphone, mais j'ai gardé ma voix absolument égale. Grégoire, ai-je dit, l'assurance de Thomas a été payée légalement et correctement. Il n'y a rien à exposer. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Si tu me contactes à nouveau en dehors des canaux légaux formels, je signalerai cette conversation à mon avocate et à la police comme une tentative d'intimidation. Sommes-nous clairs? Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Ma main tremblait. Pas de peur, exactement, mais de l'effort immense qu'il m'avait fallu pour me contenir pendant la durée de cet appel. Je suis resté assise jusqu'à ce que mes mains se calment. Puis j'ai appelé Patricia et j'ai répété chaque mot. Elle est restée silencieuse un moment. Il vient de nous donner une plainte pour harcèlement, a-t-elle dit. Enregistrez tout à partir de maintenant. Chaque appel, chaque message, chaque observation de son véhicule. Le lendemain matin, Carole est venue à ma porte. Elle s'était habillée avec soin. Un beau manteau,
les cheveux coiffés, un plat à gratin recouvert de papier d'aluminium porté comme une offrande de paix. Le symbole universel des femmes gérant les conflits par la domesticité. Elle a souri avec ses dents quand j'ai ouvert la porte. Grégoire m'a dit que vous vous étiez disputé, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolé. Tu sais comment il est. Est-ce que je peux entrer une minute? J'ai regardé le plat. J'ai regardé ses yeux, qui faisaient quelque chose de prudent, jaugeant ma posture, évaluant si j'allais craquer. J'avais observé Carole Moreau pendant 23 ans. Je connaissais la différence entre sa chaleur et sa stratégie. Ce qui se tenait sur mon porche était de la stratégie. Non, ai-je dit. Merci pour la nourriture, Carole, mais ce n'est pas le bon moment. Quelque chose a traversé son visage, juste une fraction de seconde, un éclair de quelque chose de chaud et de frustré, rapidement contenu. Diane, a-t-elle dit, sa voix baissant à un ton intime et persuasif. Ne pourrions-nous pas simplement parler? De femme à femme? Sans les avocats? Tout ce que Grégoire veut, c'est sentir que la famille de Thomas n'est pas oubliée. Est-ce si déraisonnable? Tout passe par mon avocate, ai-je dit. Vous avez ses coordonnées. Carole est restée là un autre moment avec le plat, puis elle l'a posé sur le porche à côté du paillasson, l'a placé là sans un mot, un geste qui réussissait à être à la fois gracieux et légèrement menaçant, et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré, j'ai appelé Patricia, et j'ai documenté la visite. N'ouvrez plus la porte à moins de savoir exactement qui c'est, a dit Patricia. Ce week-end-là, je suis allé à Columbus et j'ai passé 2 nuits dans l'appartement d'Emma. J'avais dit à Emma qu'il y avait une affaire juridique impliquant de l'argent de Thomas, assez vague pour être techniquement exacte, et elle n'avait pas insisté. Elle a fait des pattes. Nous avons regardé 2 vieux films sur son canapé. Marc, son petit ami, était calme et gentil, et m'a donné la chambre d'amis sans en faire tout un plat. J'ai dormi dans des draps propres qui sentaient la lessive à la lavande, et j'ai mieux dormi que depuis des semaines. J'avais besoin de ces 2 jours, non pas parce que j'étais faible. La force doit venir de quelque part. On ne la tire pas de rien. On la construit de la même manière qu'on construit n'importe quoi, lentement, avec des matériaux, depuis la base. J'étais en train de construire. L'offre est arrivée par l'intermédiaire de leur avocat un jeudi matin. Patricia m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'étais dans la salle de pause de Monoprix avec un sandwich que je ne mangeais pas, et elle m'a lu les termes de ce que l'avocat de Grégoire et Carole, un homme nommé Denis Falcon, appelait une proposition de règlement négocié. Le langage était prudent et formel. Ils étaient prêts à retirer leur réclamation concurrente en échange de 40% du jackpot, payé en une seule fois après impôt, en échange d'un accord de non-divulgation signé. J'ai fait le calcul silencieusement. Après l'option du versement unique et les impôts fédéraux et de l'État de l'Ohio, 33 millions de dollars rapportaient environ 17 millions. 40% de cela représentait environ 6,8 millions de dollars, allant à Grégoire et Carole Moreau pour n'avoir rien fait d'autre que mentir, déposer des documents frauduleux, venir à ma porte avec un plat, et me menacer dans mon propre salon. Non, ai-je dit. Patricia a fait une pause. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Un bref silence. Puis quelque chose qui aurait pu être un léger soupir de satisfaction de sa part. Très bien, je vais rédiger le rejet et le transmettre aujourd'hui. J'ai rangé mon téléphone et j'ai fini mon sandwich. Puis je suis retourné à la caisse et j'ai scanné des produits d'épicerie pendant encore 4 heures. Céréales, lait, plats surgelés, toute l'architecture ordinaire de la vie des autres. Et tout ce temps, j'ai ressenti une clarté étrange et froide, comme l'air après le passage d'une tempête quand le ciel est devenu très bleu et très calme. Que pensait Grégoire savoir de moi, vraiment? Il pensait connaître une femme qui avait passé 5 ans à se rétrécir pour s'adapter à une vie plus petite. Une femme qui sursautait à la confrontation, qui s'excusait quand on la bousculait, qui faisait toujours la chose la plus facile parce que la chose la plus facile était tout ce qu'elle avait jamais pu se permettre. Une femme, en somme, qui pouvait être gérée. Il avait connu cette femme autrefois. Elle avait changé sans qu'il s'en aperçoive. Dans les semaines qui ont suivi le règlement rejeté, les choses se sont calmées d'une manière qui était plus troublante que les confrontations. Grégoire a cessé d'appeler. Carole n'est pas réapparue. Leur avocat a demandé une prolongation de 2 semaines pour soumettre leur documentation de preuve. Une tactique dilatoire standard, m'a dit Patricia,
utilisée lorsqu'une partie a du mal à construire un récit qui correspond au fait qu'elle peut réellement produire. Ils temporisent, a-t-elle dit lors d'un de nos appels de suivi. Leurs documents sont faibles. Ils savent que les images sont un problème pour eux. Alors, que faisons-nous? Nous attendons, a-t-elle dit. Et nous les laissons paniquer. Attendre n'a jamais été facile pour moi. Thomas disait que j'avais la patience d'une personne menant 3 vies simultanément et prenant du retard dans toutes. Mais c'était une autre sorte d'attente. Pas passive, pas craintive. C'était l'attente de quelqu'un qui sait ce qu'elle attend. Et ce que j'attendais, c'était que la vérité fasse son travail lent et inévitable. C'est pendant cette période que j'ai tout raconté à Emma. Elle est descendue à Lakewood pour un week-end en avril. Je le lui avais demandé, et elle est venue sans hésiter, comme elle l'avait toujours fait. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine un samedi matin avec du café qui refroidissait dans nos tasses, et je lui ai tout raconté, le billet, le bureau, Walter Dubois et ses 3 mots, Grégoire et Carole, l'avocate, les images, les documents falsifiés ou du moins suspects, tout. Emma a écouté sans m'interrompre. Elle avait hérité de cette qualité de Thomas, la capacité d'entendre quelque chose pleinement avant de répondre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, regardant la table. Puis elle a levé les yeux. « C'est toi qui as acheté le billet, maman ?» a-t-elle dit. « Je t'ai vu découper des coupons chaque semaine pendant 10 ans. Tu l'as mérité. » Cela m'a fait pleurer d'une manière que je n'avais pas pleuré depuis les funérailles, non pas de chagrin, mais du soulagement immense et épuisant d'être cru sans réserve, d'avoir quelqu'un qui regarde la vérité que je portais et qui dit simplement « oui ». Emma est restée 4 jours. Elle m'a aidé à organiser les dossiers de documents par date et par catégorie. Elle a passé une soirée sur son téléphone à me lire à haute voix les lois pertinentes de l'Ohio sur la fraude à la loterie pendant que je préparais le dîner, soulignant occasionnellement une phrase et disant « ça, c'est important. Note-le ». Elle a abordé toute l'affaire avec l'intelligence calme et pratique qu'elle avait toujours eue, et que je commençais seulement à reconnaître comme la chose la plus précieuse que je lui avais jamais donnée, le modèle d'une personne qui n'abandonne pas. Le dernier soir, j'ai aussi parlé à Linda Perrault. Linda était ma voisine depuis 12 ans, une institutrice à la retraite qui entretenait un jardin méticuleux et un œil tout aussi méticuleux sur la rue. Elle avait 68 ans, parlait sans détour et était constitutionnellement immunisée contre les commérages. Elle trouvait les conversations futiles fastidieuses et avait toujours été honnête avec moi d'une manière que la plupart des gens ne sont pas, ce que j'avais parfois trouvé inconfortable et que je trouvais maintenant inestimable. Je lui ai parlé par-dessus sa clôture alors que le soleil d'avril se couchait orange derrière les maisons. Elle a écouté. Elle a hoché la tête une fois, lentement, de la manière dont les enseignants hochent la tête quand un élève a expliqué correctement un problème. Puis elle a dit, « J'ai vu le camion de Grégoire Moreau dans cette rue 4 fois en 2 semaines. J'ai noté le numéro de plaque les 2 fois parce que le véhicule n'avait rien à faire ici aussi longtemps. » Elle a fait une pause. « Tu veux les dates et les heures ?» Je l'ai regardé fixement. « Linda, ai-je dit, oui, je veux vraiment les dates et les heures. » Elle est rentrée et est revenue 2 minutes plus tard avec un petit carnet à spirale, du genre que les enseignants utilisent pour les registres de présence, et m'a lu 4 entrées distinctes dans sa petite écriture précise. Date, heures approximatives, ses propres notes, véhicule à l'arrêt pendant environ 25 minutes, moteur en marche. J'ai appelé Patricia le soir même. J'ai un témoin, ai-je dit, avec un registre écrit. Patricia est restée silencieuse un long moment. Diane, a-t-elle dit finalement, comprenez-vous ce que cela signifie légalement? Dites-moi, ai-je dit. Cela signifie que nous pouvons établir la préméditation. Grégoire n'a pas déposé cette réclamation de manière impulsive. Il avait observé votre propriété, suivi votre emploi du temps, déterminé vos schémas de déplacement avant l'achat. Cela transforme l'accusation de fraude d'opportuniste à délibéré. Une pause. Cela change tout sur la façon dont un tribunal ou un jury lit son intention. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la rue sombre et calme. La même rue où Grégoire s'était garé 4 fois. Observant. Calculant. Attendant que je fasse un achat qu'il prévoyait de voler. Bien, ai-je dit. Ils sont venus un dimanche soir au début du mois de mai. J'étais dans le salon en train de lire quand des phares ont balayé la fenêtre avant. J'ai regardé à travers le rideau et j'ai vu le F-150 noir de Grégoire au bord du trottoir. Les 2 portes se sont ouvertes. Grégoire d'abord, en chemise, puis Carole,
dans une robe bleu pâle, portant ce qui semblait être une bouteille de vin. Je suis resté derrière le rideau un moment. Puis j'ai envoyé un texto à Patricia. Ils sont là. À l'improviste. Dois-je les laisser entrer? Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. C'est votre choix. Si vous le faites, enregistrez tout. Mémo vocal. Téléphone dans votre poche. J'ai ouvert les mémos vocaux, j'ai appuyé sur enregistrer, et j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon cardigan. Puis je suis allé à la porte. Grégoire se tenait sur mon porche, les mains dans les poches et une expression soigneusement composée. Presque penaude. Conçue pour paraître humble. C'était une expression que j'avais déjà vue, et je savais exactement ce qu'il lui en coûtait de la porter. Diane, a-t-il dit. Je sais que nous aurions dû appeler d'abord. Mais Carole et moi avons senti que nous devions venir en personne. C'est d'accord? J'ai reculé de la porte. Je les ai laissés entrer. Nous nous sommes installés dans le salon. Grégoire et Carole sur le canapé. Moi dans le vieux fauteuil de Thomas. La bouteille de vin était posée sur la table basse entre nous. Non ouverte. Carole a regardé la pièce avec des yeux vifs et calculateurs. Grégoire a parlé le premier. Je te dois des excuses, a-t-il dit avec la gravité d'un homme qui a répété la sincérité. La façon dont j'ai géré ça, je n'ai pas été juste avec toi. Je me suis mis sur la défensive. J'ai dit des choses au téléphone que je n'aurais pas dû dire. Carole et moi en avons beaucoup parlé cette semaine, et nous sommes tous les deux d'accord que tu en as assez bavé. Tu as perdu Thomas. Tu as tout porté seul. La dernière chose que l'un de nous deux souhaite, c'est d'en rajouter. Il a fait une pause. La pause était calculée. Donner de l'espace aux excuses pour qu'elles s'installent. Les laisser faire leur travail. Nous retirons la réclamation, a-t-il dit. Je l'ai regardé sans parler. Mais, a-t-il continué, et voilà le mot qui attendait juste hors de vue derrière toute la sincérité. Nous voulons te demander une chose. Pas légalement, pas par l'intermédiaire d'avocats. Juste en tant que famille. Il s'est légèrement penché en avant. Diane, Thomas aurait voulu que nous soyons encore dans la vie l'un de l'autre. Il aurait voulu que tu partages quelque chose comme ça avec les gens qu'il aimait. Tu le sais mieux que quiconque. Nous ne demandons pas un chiffre. Nous ne demandons pas 40%. Nous te demandons juste de penser à ce que signifie la famille, d'être généreuse comme Thomas l'aurait été. Carole s'est penchée en avant et a posé sa main sur la mienne sur l'accoudoir du fauteuil. Ses doigts étaient froids et secs. Tu as toujours été si forte, Diane, a-t-elle dit doucement. Thomas le disait constamment à ton sujet. Il était si fier de toi. Nous ne voulons tout simplement pas que cela se termine avec des avocats et des tribunaux et la famille déchirée. Thomas ne voudrait pas ça. Tu sais qu'il ne le voudrait pas. J'ai regardé la main de Carole sur la mienne pendant un moment. J'ai pensé à Thomas. Pas le Thomas qu'il construisait soigneusement pour moi. Le Thomas doux, infiniment indulgent qui aurait voulu que tout le monde s'entende. Mais le vrai Thomas. Le Thomas qui avait travaillé 12 heures par jour sans se plaindre. Qui savait exactement ce que valait $1 parce qu'il avait gagné chacun d'entre eux. Qui avait regardé Grégoire dans les yeux à sa propre table de cuisine 3 ans avant sa mort et avait tranquillement refusé de lui prêter de l'argent pour un projet commercial que tout le monde sauf Grégoire pouvait voir échouer. Ce Thomas-là n'aurait pas été dupe une seule seconde. Thomas aurait voulu que je sois traité équitablement, ai-je dit. Bien sûr, a dit Carole rapidement. Et ce que vous décrivez, ai-je dit, ce n'est pas de l'équité. Vous avez déposé une réclamation frauduleuse contre un billet que vous saviez ne pas être le vôtre. Vous êtes venu à ma porte avec de la nourriture et avez essayé d'entrer chez moi. Vous m'avez appelé le soir et avez insinué des choses sur l'assurance de Thomas. Vous vous êtes assis dans mon salon et avez invoqué la mémoire de mon mari pour me demander de vous donner de l'argent pour un vol. J'ai fait une pause et je les ai regardés tous les deux, l'un après l'autre. Je veux que vous m'entendiez très clairement. Je ne vais pas faire ça. Quelque chose a traversé le visage de Grégoire, pas de manière dramatique. Grégoire était contrôlé. Mais derrière ses yeux, quelque chose est devenu plat et froid, comme une pièce devient froide quand on ouvre une fenêtre en hiver. Diane, a-t-il dit doucement et précisément, réfléchis bien à ce que tu fais. Nous connaissons des gens dans cette communauté. Nous connaissons des gens qui connaissaient Thomas.
Si cela va jusqu'à une audience complète, si tout est rendu public, ce ne sera pas seulement nous qui aurons l'air mauvais. Ces situations deviennent compliquées. Les gens prennent parti. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie ici? Est-ce une menace? Ai-je demandé. C'est une réalité, a-t-il dit. Alors, on se verra à l'audience, ai-je dit. Je me suis levé. Je pense que vous devriez partir maintenant. L'expression composée de Carole a glissé, seulement pour un instant, une fraction de seconde, mais je l'ai vu. Quelque chose de chaud et de laid a fait surface avant qu'elle ne le ramène derrière le sourire. Grégoire s'est levé lentement, en redressant sa chemise, et a regardé mon salon une dernière fois avec l'expression d'un homme calculant tranquillement ses pertes. Ils sont partis. J'ai entendu les portières du camion se fermer, le moteur, le bruit du F-150 s'éloignant du trottoir dans le noir. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis je me suis rassise dans le fauteuil de Thomas, et je me suis laissé avoir peur. Je ne l'ai pas combattu. La peur est une information. Elle vous dit ce qui est réel, ce qui est en jeu, combien vous avez à perdre. Ce qui importe n'est pas que la peur existe, mais ce que vous faites pendant qu'elle est là. Et sous la peur, j'ai trouvé quelque chose qui n'avait plus de patience pour les gens qui pensaient pouvoir prendre ce qui n'était pas à eux et le déguiser en sentiment familial. J'ai arrêté le mémo vocal. J'ai envoyé l'enregistrement à Patricia. Puis j'ai fait du thé, et j'ai planifié. L'audience formelle devant le comité de règlement des différends de la commission de la loterie de l'Ohio était prévue pour la 3e semaine de mai. Patricia l'appelait une « forteresse de documents », ce qui était sa manière précise et professionnelle de dire qu'elle avait construit quelque chose qui n'avait pas de faille. Au cours des semaines précédentes, elle avait assemblé le billet physique original dans son sac Ziploc, les images de sécurité de Monoprix horodatées sur un support numérique certifié, le reçu de Monoprix correspondant. Mon relevé bancaire de carte de débit montrant la transaction de 47,23 $ à l'heure exacte des images, le registre de surveillance écrit de Linda Perrault avec les dates et les heures. Le mémo vocal de mon salon dans lequel Grégoire insinuait que l'attention publique portée à la procédure judiciaire se reflèterait mal sur moi, une déclaration que Patricia a qualifiée auprès de la commission en langage juridique précis d'intimidation de témoins. Et une déclaration écrite de Justine, le caissier de Monoprix de 17 ans, confirmant qu'il avait vendu le dernier billet de loterie du présentoir à une femme en veste polaire grise le matin du 4 mars. Grégoire et Carole, par l'intermédiaire de Denis Falcone, avait soumis une note manuscrite prétendument de Thomas exprimant son souhait de partager tout gain futur à la loterie avec son frère, un reçu d'un autre magasin Monoprix, pas le magasin où je faisais mes courses, daté du même samedi. Et une déclaration narrative sur la longue tradition de Grégoire et Thomas de jouer ensemble à la loterie en tant que frères. L'audience s'est tenue dans une salle de conférence au 7e étage d'un bâtiment gouvernemental à Columbus. Le comité, Eleanor Park, une juge à la retraite faisant office de présidente, Carl Denis, un analyste juridique, et Renata Valois, une agente de conformité de la commission. De l'autre côté de la table se trouvaient Falcone, Grégoire et Carole. Grégoire en costume sombre, Carole en blazer noir, tous deux composés. Je portais une robe bleu marine et des chaussures plates. J'étais assise droite. J'ai gardé mes mains jointes sur la table. Eleanor Park a commencé par le cadre procédural. Les deux parties présenteraient leurs preuves. Le comité rendrait sa décision dans les 10 jours ouvrables. Elle parlait avec la cadence égale et mesurée de quelqu'un qui a présidé des litiges pendant des décennies et qui a depuis longtemps cessé d'être surprise par le comportement humain. Falcone a présenté le premier, et il était bon. Il a parlé chaleureusement et soigneusement de la fraternité de Thomas et Grégoire. Il a présenté Grégoire comme un homme honorant une tradition familiale qui précédait mon mariage avec Thomas. Il a présenté la note manuscrite avec la gravité d'un homme qui a été coaché pour la traiter comme sacrée. Il a fait référence au reçu alternatif de Monoprix. Il a parlé brièvement mais de manière incisive de la difficulté pour une femme de gérer seule ses affaires après une perte importante, une implication délicate que mon jugement pourrait être compromis par le chagrin. C'était une performance raisonnable. J'ai observé Grégoire pendant que Falcone parlait. Grégoire jouait le calme. Sa mâchoire était détendue. Ses mains étaient immobiles sur la table. Puis Patricia a présenté notre cas. Elle a commencé par les images. Un ordinateur portable a été placé au centre de la table. Le comité s'est penché. 11 secondes.
Une femme en veste polaire grise prenant le dernier billet du présentoir. Horodatage, 10h43 17 secondes. Clair, non obstrué, irréfutable. Patricia a placé le reçu de Monoprix à côté. Elle a placé le relevé de carte de débit à côté. Même montant. Même horodatage à la seconde près. Elle a laissé les trois éléments là, ensemble, et n'a rien dit pendant un moment, de la manière dont une personne ne dit rien quand les preuves parlent assez clairement. Puis elle a produit le carnet de Linda Perrault. Elle a lu les entrées à haute voix, chacune avec les dates et les heures. 4 occasions distinctes. Un véhicule immatriculé au nom de Grégoire Raymond Moreau à l'arrêt dans la rue devant ma résidence dans les 2 semaines précédant l'achat du billet. Elle a placé une copie du certificat d'immatriculation de Grégoire à côté du carnet. Elle n'a pas fait de commentaire. Elle a simplement laissé la séquence être visible. Elle a produit le mémo vocal. La salle de conférence était très silencieuse alors que la voix de Grégoire sortait du haut-parleur de l'ordinateur portable. Si tout est rendu public, ce ne sera pas seulement nous qui aurons l'air mauvais. Éléonore Park a pris une note. Carl Denis a pris une note. Renata Valois a regardé Grégoire un moment avant de retourner ses yeux sur son bloc-notes. Puis Patricia a abordé la note manuscrite. Le document soumis par la partie adverse, a-t-elle dit, prétend porter la signature de Thomas Moreau exprimant son souhait de partager les gains de loterie avec son frère. Nous avons commandé une analyse graphologique à un expert en écriture et documents dont le rapport est inclus dans vos dossiers de preuves. Elle a donné à chaque membre du comité un moment pour trouver le document. L'analyse conclut, avec un niveau de confiance de 91%, que la signature sur cette note est incompatible avec des échantillons authentifiés de l'écriture de Thomas Moreau tirés de son testament, de sa déclaration de revenus fédérale de 2017 et de son accord de renouvellement d'hypothèque. La pièce était entièrement silencieuse. J'ai regardé Grégoire. Pour la première fois en 23 ans que je connaissais cet homme, à travers chaque manœuvre prudente et patiente qu'il avait faite, Grégoire Moreau parut incertain. Sa mâchoire se crispa. Il se pencha vers Falcon et dit quelque chose de bas et d'urgent. Falcon leva la main et parla. Nous aimerions demander une brève suspension pour examiner l'analyse graphologique. L'analyse était incluse dans le dossier de preuves transmis à votre bureau il y a 5 jours, a dit Patricia agréablement. Vous avez eu amplement le temps de préparer une réponse. Éléonore Park a regardé Falcon par-dessus ses lunettes de lecture. Avez-vous une réponse de fond à l'analyse graphologique, conseiller ? Un silence. Nous sommes prêts à aborder la provenance du document. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit Éléonore Park. Un autre silence. Plus long. J'ai regardé Carole tourner la tête vers Grégoire. Je n'ai pas pu entendre ce qu'elle a dit. Mais je pouvais voir dans le pli de sa bouche, dans la façon dont ses yeux étaient devenus brillants et durs, que le sang-froid qu'elle avait maintenu pendant des semaines avait commencé, enfin, à se fissurer. Et j'ai vu Grégoire faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 23 ans. Il a détourné le regard. J'étais assise dans ma robe bleu marine, les mains jointes sur la table, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'immobilité. Pas du triomphe. Cela viendrait plus tard, et ce serait plus silencieux que ce à quoi je m'attendais. À ce moment-là, il n'y avait que la connaissance propre et certaine que la vérité était dans la pièce avec nous. Et la vérité n'avait plus besoin que j'aie peur. Le comité a rendu sa décision 9 jours plus tard. Patricia m'a appelé dans la salle de pause de Monoprix un jeudi après-midi. Je mangeais une banane que je ne voulais pas et je faisais semblant de lire un magazine. J'ai su dès la première syllabe de sa voix. C'est unanime, a-t-elle dit. 3-0. Diane Moreau est la réclamante légitime du billet de loterie de l'Ohio numéro H4471 JK. La commission est chargée de procéder au paiement intégral du jackpot. Et une pause. Le comité a renvoyé l'affaire de la réclamation concurrente frauduleuse au bureau du procureur général de l'Ohio pour une éventuelle enquête criminelle. Je me suis assise sur la chaise en plastique de la salle de pause. D'accord, ai-je dit. Ma voix était très petite. Diane, vous avez gagné. Je sais, ai-je dit. Je sais. Margot du rayon des fruits et légumes est entrée, m'a regardé et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle m'a apporté un verre d'eau et m'a laissé seul, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Le jackpot était de 33 millions de dollars.
J'ai choisi l'option du versement unique, qui, après les impôts fédéraux et de l'État de l'Ohio, a rapporté environ 16,8 millions de dollars. Les honoraires d'avocat de Patricia se sont élevés à 47 000 dollars. Je les ai payés avec une profonde satisfaction. La satisfaction particulière de payer une facture qui était un investissement dans sa propre vie. Je lui ai également envoyé un chèque séparé de 10 000 dollars avec une note manuscrite. Merci d'avoir cru aux mathématiques. C'est vous qui avez fait le plus dur, a-t-elle dit. Nous l'avons fait toutes les deux, ai-je dit. Le bureau du procureur général de l'Ohio a ouvert son enquête criminelle dans les 2 semaines. Les chefs d'accusation, dépôt de réclamation frauduleuse contre un prix de la loterie d'État, faux en écriture de la signature d'une personne décédée, et intimidation de témoins. Grégoire a été arrêté un mardi matin en juin. Les nouvelles locales ont publié un bref article avec son nom, son visage, son camion visible en arrière-plan. Je l'ai regardé un moment sans plaisir. Ce que j'ai ressenti, c'est le règlement silencieux de quelque chose qui était depuis longtemps en déséquilibre. Carole a été arrêtée 2 jours plus tard et aurait commencé à coopérer avec les procureurs. Leur mariage, selon la cousine de Thomas, Jeannette, ne survivait pas au processus. J'ai démissionné de Monoprix un vendredi après-midi. J'ai donné à Déborah Fournier un préavis de 2 semaines complètes parce que c'était la bonne chose à faire. Le dernier jour, le département a organisé une petite fête. Un gâteau, une carte signée par 18 personnes, une carte cadeau de 25 dollars pour un restaurant qui m'a fait rire aux larmes. J'ai serré Margot du rayon des fruits et légumes dans mes bras. J'ai serré la main de Justine. J'ai juste dit la vérité, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il faut, lui ai-je dit. C'est toujours suffisant. J'ai vendu la maison sur Elmcrest Drive en août à un jeune couple avec un bambin qui adorait le jardin. Je me suis tenu dans la cuisine une dernière fois, la cuisine où j'avais gratté le billet au-dessus de l'évier et changé toute la direction de ma vie, et j'ai dit au revoir sans chagrin. J'ai fait remplacer le rétroviseur fissuré de ma Honda Civic en avril. 85 dollars et un samedi matin. Je suis resté dans le parking après et j'ai regardé mon reflet dans le nouveau verre. Propre, entier, sans aucune fissure. Et j'ai pensé, oui. Juste ça. Juste oui. J'ai déménagé à Vermilion, une petite ville sur la rive du lac Erie où les maisons ont des porches et où la lumière sur l'eau donne à toute une couleur de cuivre chaud. J'ai acheté une maison de 3 chambres avec une balancelle sur le porche à un demi-kilomètre du lac, j'ai payé comptant, signé les papiers, et je suis sorti dans l'air d'octobre et j'ai juste respiré. Le premier matin où je me suis réveillé là-bas, j'ai écouté le lac, distant, régulier, énorme. Pas l'absence de Thomas, pas de calcul de budget, juste de l'eau et des oiseaux, et une vie qui était enfin, simplement la mienne. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 matins par semaine pour enseigner la littératie financière aux adultes qui retournent sur le marché du travail. Je savais ce que c'était que de compter l'argent des courses à la caisse. On ne peut pas faire semblant d'avoir vécu quelque chose. Emma est venue en septembre avec Marc. Nous avons dîné sur le porche en regardant le lac passer de l'argent alors, et elle m'a tenu la main et n'a rien dit, ce qui disait tout. En octobre, je suis parti seul au Portugal, le voyage que Thomas et moi avions imaginé ensemble en 2014. J'ai marché dans les quartiers carrelés de Lisbonne, je me suis assise au-dessus du Tage, et j'ai pensé à lui. J'étais triste et heureuse en même temps, et les 2 choses étaient vraies. À mon retour, j'ai créé la bourse commémorative Thomas Moreau dans un collège communautaire de Cleveland, 5 000 dollars par an pour les étudiants adultes qui avaient pris le chemin le plus long. Grégoire a plaidé coupable de fraude et de faux en écriture, probation, une amende, des travaux d'intérêt général. Son entreprise s'est effondrée. À Noël, il faisait de l'aménagement paysager à Akron. Carole est retournée chez sa mère à Youngstown, qu'elle avait quitté 30 ans plus tôt avec une ambition considérable. Je n'ai ressenti aucun triomphe à ce sujet. J'ai senti la balance trouvant son équilibre. Ce dont je me sentais triomphante était plus simple. Les matins sur mon porche, les appels du dimanche d'Emma, une maison sans hypothèque et sans rétroviseur fissuré. La connaissance que la femme qui découpait des coupons et a survécu à 5 années silencieuses seule était la même femme qui a rempli les papiers et a refusé d'abandonner. Ces 2 femmes ont toujours été la même femme. Je devais simplement m'en souvenir. Qu'auriez-vous fait? Merci sincèrement d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a marqué, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.